Merci de nous rejoindre sur One TV. L'émission s'appelle Échauffement. Échauffement qui fait le décryptage de l'actualité sportive continentale et internationale. J'en suis le présentateur FSP, Félix Sondé Pépéripé. J'aurai à mes côtés ce soir Théophile Aza. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Félix Sondé Pépéripé. Bonsoir, les sportifs de One TV. Boris Koumagnon, bonsoir. Bonsoir FSP, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Allez, j'ai également une très grande dame, ma consoeur Kaï Tetevi, bonsoir. Bonsoir et bonsoir mes chers amis téléspectateurs. Allez, aujourd'hui, je vais vous faire voyager en Éthiopie où s'est tenue la 45e Assemblée Générale Ordinaire de la CAF, à l'issue de laquelle plusieurs décisions ont été prises. Steve Mabi a suivi par ailleurs pour nous le combat de Francis Ngannou contre le Brésilien Renan Ferreira et nous replongera à la Kingdom Arena de Riyad en Arabie Saoudite. Et comme invité du jour, nous avons Solim Carlos Pochona, candidat à la présidence de la Ligue régionale de football de Lomé Golf. Et comme cette émission a avant tout une tonalité africaine, nos correspondants seront en direct et nous n'occulterons pas nos traditionnelles rubriques coup de cœur, coup de gueule et arrêt sur image. Échauffement, tout le bonheur est ici. L'invité du jour, je vous le disais, c'est bien Solim Carlos Pochona. Il est candidat à la présidence de la Ligue régionale de football de Lomé Golf. Bonsoir, cher président. Bonsoir, cher frère. Comment ça va? Ça va bien. Je suis ravi de l'invitation et je souhaite une belle émission. Nous suivons cela depuis un certain temps. Voilà. Et ici, nous avons l'habitude de faire le portrait de nos invités et nous allons suivre le portrait réalisé par GPP, c'est Gilles Chris Haïté. Solim Carlos Pochona est un féru du football international africain et notamment du sport roi togolais. Directeur de société, il est le premier conseiller d'un des clubs phares du Togo, à savoir ASCO. Solim Carlos Pochona a été par ailleurs ancien membre de la commission de beach soccer de la Fédération togolaise de football de 2016 à 2020, président du CIF Mazargues, qui est un centre d'initiation en football Mazargues d'Ablougamé, président fondateur de l'Académie Mazia de Kara, accompagnateur financier de plusieurs clubs dont Carmel FC de Kégué, club de la D3 nationale, Jeunesse Club d'Agoué Nivé, JCA, club de la D2 nationale, Ange FC de Nolsé, club de la D2, un vrai sachant du football togolais qui a longtemps travaillé dans l'ombre. Aujourd'hui, ce féru du Cuiran décide de s'afficher pour servir davantage son pays. Il compte d'ailleurs aller sur le front pour œuvrer davantage à la promotion et au développement de cette discipline sportive qui reste la grande attraction du peuple togolais. Toujours animé de la même volonté et surtout l'engagement à révéler le football togolais à tous les niveaux, Solim Carlos Pochona se porte candidat aux élections à la Ligue régionale de football Lomé Golf. Une ambition légitime qui tient lieu de la nécessité de révolutionner les choses à ce niveau de compétence. Sa personne, sa personnalité et son équipe font de lui l'homme de la situation pour un nouveau départ de la Ligue régionale de football Lomé Golf. Les élections à la Ligue régionale de football Lomé Golf prévues pour se tenir le 2 novembre prochain ne se feront pas sans la liste nouveau départ conduite par le candidat Solim Carlos Pochona. L'annonce de sa candidature le vendredi 18 octobre 2024 lors d'une conférence de presse suscite un engouement général au sein du public sportif togolais. Toute réflexion faite, c'est l'oiseau rare, le président idéal qu'il faut pour opérer des changements qualitatifs à la tête de la Ligue régionale de football Lomé Golf, LRFLG. Il suffit de voir la grande unanimité autour de sa candidature pour s'en rendre compte. Ancien membre de la commission de discipline de la Fédération togolaise de football de 2016 à 2020, Solim Carlos Pochona est un expérimenté de la chose footballistique togolaise.
togolaise. Avec la liste Nouveau Départ, il entend insuffler un dynamisme nouveau au football togolais à la base. Lui qui décline son programme d'activité autour de 5 axes stratégiques, à savoir organiser 2 compétitions majeures chaque saison sportive pour la catégorie senior, organiser les championnats interdistricts qualificatifs pour la régionale 2, promouvoir le championnat féminin chaque saison pour désigner les représentants de la LR-FLG à un éventuel championnat national de 2e division. Organiser périodiquement les championnats pour les catégories inférieures, masculines comme féminines, U18, U20. Organiser en commun accord avec le ministère des Sports et la Fédération togolaise de football un tournoi pour les académies de leur juridiction pour les catégories U10 et U15. À tout ceci s'ajoute l'organisation de la Coupe de la Ligue dénommée Coupe du district autonome du Grand Lomé, une compétition qui connaîtra l'implication du gouverneur du Grand Lomé et des partenaires financiers. Autant d'actions qui auront le mérite de donner un autre visage au football togolais. Se basant donc sur son plan stratégique 2024-2028, la liste Nouveau Départ se donne pour priorité la formation des acteurs et la réorganisation des activités footballistiques. Un défi qui fait appel à une grande compétitivité des clubs sous tutelle de la LR-FLG. Faisant développement du football à la base la pierre angulaire de son projet de société, Solim Carlos Pochona veut apporter du nouveau et laisser des empreintes indélébiles à la tête de la LR-FLG. Avec tous les membres de sa liste, il a un programme ambitieux pour le développement du football à la base. Après un diagnostic, il s'est rendu compte que son équipe et lui peuvent apporter un plus au développement du football togolais. C'est la raison qui l'a amené à réfléchir ensemble avec les membres de sa liste et à postuler aux élections à la Ligue. Solim Carlos Pochona ne remet jamais en cause tout ce qui a été fait par le bureau sortant présidé par Togui Astou Palikpacho, comme pour dire que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Mais quels sont vraiment le caractère et les défauts de Solim Carlos Pochona? Solim Carlos Pochona est généreux, doux et fidèle. L'engagement ne lui fait pas peur, mais pas avec n'importe qui. Sa famille la plus proche, bien sûr, et ses amis de longue date, ceux en qui il a vraiment confiance. Malgré tout, il peut parfois se trouver mal à l'aise au milieu d'eux, même s'il ne le montre pas. Doté d'une sensibilité hors du commun, il n'hésitera jamais à offrir une oreille attentive ou à tendre la main à un proche qui en a besoin. Généreux et empathique, il possède une grande ouverture d'esprit qui lui permet d'accueillir les confidences et secrets. En conclusion, Solim Carlos Pochona a un cœur en or, toujours prêt à aider son prochain sans rien attendre en retour. Lui qui est parfois accusé d'être arrogant ou suffisant. Cette perception est due au fait qu'il a tendance à s'évader dans son monde intérieur lorsqu'il vient le temps de réfléchir, d'analyser ou de trouver ses repères plutôt que d'extérioriser son état d'être. Et voilà, Président Pochona, est-ce que vous vous retrouvez dans ce portrait que j'ai écrit et qui a été lu par GPP? Merci beaucoup. Donc, je pense que ça retrace ma vie, ça retrace les étapes footballistiques auxquelles je suis passé. C'est expressif. C'est expressif. Je pense que on dirait que le journaliste fait partie de ma vie ou bien d'un de mes très proches. Merci pour l'honneur que vous m'avez fait en faisant ce portrait. Alors, Monsieur Pochona, qu'est-ce qui va changer lorsque vous serez aux affaires? Lorsque nous serons aux affaires, c'est un engagement que je suis en train de prendre avec ma liste, tous les membres de ma liste, par rapport au club votant. C'est la réorganisation de la Ligue, le fonctionnement en interne de la Ligue, la revue des lois et statuts de la Ligue. On va accompagner les clubs sur tous les plans. Et vous êtes resté longtemps dans l'ombre avant de surgir. Pourquoi? Oui, nous sommes restés longtemps dans les coulisses et dans l'ombre derrière nos mentors. Nous les avons accompagnés. Il était temps d'apporter un sang nouveau au football togolais. Et je pense que tous ceux qui sont sur notre liste, c'est des nouveaux. C'est des nouveaux, c'est des visages nouvelles qui ne se sont jamais aperçus. Donc, je pense qu'il est temps que la jeunesse prenne le flambeau
de nos prédécesseurs. Est-ce qu'on peut connaître les membres qui sont sur votre liste? Bon, c'est des acteurs du football. C'est des acteurs de football, comme je viens de le dire, du football à la base. C'est des présidents des centres de formation. C'est des présidents des clubs de ligue. Le premier vice-président, c'est Raoul de Souza. C'est un juriste fonctionnaire de banque. Nous avons le deuxième, Asia Malé, qui est le président du district de football d'Aguagne-Nivé. Nous avons comme membre Madame Agboyi, Monsieur Traoré, Madame Pachidi, Monsieur Edi, Monsieur Sakpa, Monsieur Ouara, qui est président d'un centre de football, Académie Ouara Sporting Club. Nous avons Ibrahim, qui est président d'un club promu en Ligue 1, Division 1 au Togo, Aknour. Nous avons Agboli, Patrice, et le 12e c'est Théo. Et quelles sont vos relations avec la tutelle, à savoir la Fédération togolaise de football? Je pense que c'est une relation cordiale, amicale, fraternelle. Nous sommes toujours en parfaite collaboration oui. avec eux. J'ai mes frères aussi qui sont dans la fédération. Nous les accompagnons, nous leur donnons des idées, surtout les plans. Et avec le ministère des Sports et le Comité national olympique et sportif togolais. Nous avons aussi de bonnes relations de travail et nous comptons nouer un partenariat avec toutes ces instances dans le but de développer le football. Et vous avez vu par exemple les jeunes Togolais qui ont été éliminés lors de ce tournoi que l'UFOA organise au Togo. Quels sont vos sentiments? Alors qu'ils avaient bien démarré, ils ont bien joué. J'ai des sentiments de déception parce que je croyais vraiment en ces enfants, d'autant plus que c'est nos enfants, oui. C'est des enfants qui sont venus de nos centres. Nous avions, les membres de la liste, nous avions, parmi les 22 sélectionnés, oui. Nous avions 5 enfants. Donc, dans le numéro 10, Tchadjabo, c'est un enfant qui est issu de notre centre oui. Partenaire. C'est une déception, vraiment. Ils avaient de la matière, ils étaient capables de passer cette étape de qualification. Je pense que nous allons travailler encore. C'est pourquoi nous nous sommes portés candidats. Ça veut dire que vous allez revoir le fonctionnement des académies, des centres de formation, parce que tout passe par là. Oui, nous avons un plan décennal de travailler en partenariat avec l'association des académies de AFOOT et nous allons les accompagner dans l'organisation, dans la formation des encadreurs, des staffs, toutes les personnes qui interviennent dans le football là-bas. Nous avions un programme, un agenda de training et de formation pour eux. Vous avez souvent, là ce n'est plus le secret de Polichinelle, vous avez souvent aidé, bien sûr, Asco de Cara, le club chéri de mon éminent confrère Théophile Aza, et les éperviers. Pourquoi vous ne les accompagnez pas? Ou bien vous le faites sans que nous, on le sache? Non, nous nous basons plus sur le football à la base, qui est le soubassement. On dit souvent qu'un édifice est mal construit, c'est la base. Oui. Donc, nous nous consacrons sur le football à la base. À la base. Peut-être que dans le futur, lorsque nous serons en charge de la Ligue, d'autres responsabilités, nous allons voir en comment nous pouvons apporter notre contribution au développement
du football cher à notre pays. Oui, oui, oui. Et les éperviers sont en train d'hypothéquer leur chance hein, pour la qualif, pour la CAN prochaine. Vos sentiments à chaud? C'est aussi un sentiment de désolation. Mais je pense que, comme on le dit, rien n'est perdu. Mathématiquement, on peut faire. Oui, Et mathématiquement, bon. J'ai confiance en ces éperviers et je crois qu'ils feront un miracle. L'impossible n'est pas togolais. C'est lorsque l'épervier est face au mur qu'il vole plus haut. J'espère que les 2 dernières journées de novembre, il y aura miracle. Il y aura miracle. Que Dieu vous entende. Et presque tout a été dit dans votre portrait. Un message à l'endroit des votants, de tous ceux qui nous écoutent, de toute la diaspora, de toute l'Afrique. Parce que nous sommes une chaîne panafricaine. Merci, merci. Encore une fois, je tiens à remercier la chaîne pour le temps qu'ils m'ont donné, que vous me donnez, afin de parler et d'exposer nos idées futures qui sont réalisables. C'est réalisable tout ce que nous avons en projet, en planning, c'est réalisable. Je leur dirai merci pour la confiance. Merci pour ceux qui ont actuellement confiance en nous, qui croient en nous, qui croient en un lendemain meilleur du football à la base. Merci à ceux qui sont actuellement pessimistes. Je leur demanderai de croire en nous, d'avoir confiance, que nous sommes venus pour les servir, de faire au 2 novembre un vote utile, de faire la part des choses de toutes les listes, de voir les composants de chaque liste, de ne pas voter sur des sentiments, de voter ce qui peut leur permettre à se développer, à faire évoluer leur structure, leur centre, tout ce qui est développement du football. Nous avons dans notre, je le dirais, nous avons dans notre planning, programme, d'assurer, de les accompagner dans l'assurance santé des académies, parce qu'il y a ces derniers temps un incident malheureux qui s'est produit sur un terrain. Nous ne voulons pas que ça se produise encore. Nous allons les accompagner. Voter utile, c'est voter nouveau départ. Théophile Laza, qu'est-ce que vous retenez de tout ceci? Je retiens que le football togolais a de très beaux jours devant lui, à travers un programme alléchamment concordé. Parce que nous avons eu le plaisir et ce privilège-là d'aller consulter, n'est-ce pas, le programme. Le président n'est pas allé au téléphone même de ces programmes-là. Sinon, si nous allons détailler cela, on risque, n'est-ce pas, de faire... Enfin, ils penseront qu'on est en train de les faire rêver. Ce n'est pas le cas parce que ce que le président n'a pas mentionné, dans son programme, il y a la formation, la promotion du football féminin. Des catégories d'âge. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, la FIFA, n'est-ce pas, donne une priorité à cette catégorie-là. Et je crois que dans cette liste du nouveau départ, cet aspect est pris en compte. Et les preuves sont là. Les actes déjà que le président a posés à travers ce club dont j'ai tout le temps parlé ici, ASCO de Kara, ce ne sont pas des choses encore à redire. Les résultats sont là et pour la suffisance qu'il y a un sérieux qui se fait. Et il a parlé aussi de l'organisation, du bureau. Le bureau a tenu compte, n'est-ce pas, du volet santé. Il a parlé de ça. Mais aussi de l'éducation. Parce que sans l'éducation, la formation à la base, l'éducation, sans l'éducation, ça ne pourra pas, n'est-ce pas, fonctionner. Aujourd'hui, on a besoin de ça dans le sport du haut niveau. Je crois que c'est la meilleure liste pour, n'est-ce pas, donner un vent nouveau au football togolais, parce que le football togolais, c'est vrai, il s'est désolé sur un certain nombre de choses par rapport à l'élimination des Jeux d'épervier au tournoi IFOAB.
Également, les éperviers de l'équipe Fagnon qui aujourd'hui ont pratiquement, je dirais, techniquement hypothéqué leur chance de qualification. Et la formation à la base pourra, n'est-ce pas, donner une nouvelle oxygène à cette équipe-là afin de véritablement exceller. Je crois que monsieur Pochona, c'est ça, a très bien vu et s'est entouré, n'est-ce pas, des cadres qui peuvent, n'est-ce pas, l'aider à faire le travail. Je lui dis tout simplement bravo. Et voter utile, voter l'avenir du football togolais, c'est bien évidemment la liste. Boris Koumagnon. Oui, déjà merci. J'ai suivi avec grande attention et un volet qui m'a intéressé, c'est bien sûr le volet sanitaire. Il faut le dire parce que quand des cas de figure-là arrivent en Afrique, souvent pour des clubs au plan local, on n'a pas souvent ce qu'il faut pour accompagner. Mais quand on parle maintenant déjà, on parle de ce qui est arrivé sur un terrain avec le décès d'un joueur et vous êtes, c'est cette question-là, c'est déjà très bien de vous y pencher, de trouver des solutions et ça rassure les joueurs parce que vous savez, si on doit dénombrer aujourd'hui les joueurs qui ont des situations sanitaires défectueuses, si on doit les présenter, il y en a pas mal. Mais déjà, quand vous vous préoccupez de cela, ça me fait plaisir. L'autre volet aussi, c'est le fait de dire non, pas aller déjà au niveau des éperviers, seniors et autres. On est à la base. Merci de rester à ce niveau pour développer la pépinière. Ça va permettre même de faire décoller le football togolais. Allez, Kai, t'as ta vie? Mais je dirais qu'ils ont un bon programme, un très bon programme parce que le volet sanitaire c'est très important et surtout le volet formation. C'est également très important la question. Si la base, comme il a dit, la base est bien formée, je pense que à l'avenir, les éperviers se feront mieux voir à l'extérieur. Allez, bonne chance, monsieur Pochona. Restez avec nous et nous allons poursuivre cette émission avec nos dossiers. Cross de la rentrée, et ça c'est au Bénin, direction d'Assazoumé, c'est dans la commune de Idacha, comme on les appelle au Bénin, qui est une commune ou une ville du centre-sud du pays. Image et son GPP. Le samedi 19 octobre 2024 à Dassazoumé, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, OBSU, bras opérationnel du ministère des Sports, a organisé la 5e édition du Cross de la rentrée au profit des apprenants des collèges et universités des départements du Zou et des collines âgés de moins de 19 ans. Ils étaient près de 2000 élèves venus de 36 collèges des communes de Dassazoumé, Glazoué, Savalou, Savet et environ ayant participé à cette épreuve de course de 5 km pour les U17 et de 7 km pour les U19. Selon le directeur général de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire OBSU, Dr Victor Soumon-Laouin, le cross de la rentrée vise non seulement à dénicher les talents d'athlètes qui sommeillent en nos collégiens, mais également à réveiller chez la jeunesse la passion pour les événements sportifs. Présent pour la circonstance, le maire de la commune de Dassazoumé a remercié le ministère des Sports et l'OBSU pour avoir choisi la ville des 41 collines pour abriter cette 5e édition du cross de la rentrée. Tout en félicitant les vainqueurs de cette édition, le directeur de cabinet, Crépin Okoolou, représentant le ministre des Sports, Benoît Dato, a réitéré l'engagement du gouvernement, du président Patrice Talon, à faire du sport un levier de développement. Contrairement aux éditions antérieures, 60 athlètes ont été récompensés financièrement à raison de 15 athlètes par catégorie et par sexe. Les 3 premiers de chaque catégorie, filles et garçons, ont reçu, en plus des enveloppes, des médailles, bronze pour le 3e, argent pour le 2e et l'or pour le 1er. Handball 45e championnat d'Afrique des clubs champions Maroc 2024. Al-Ali, une fois encore, s'offre le titre. Gilles Chris a été reportage. 45e championnat d'Afrique des clubs champions Maroc 2024, Al-Ali s'offre le titre. Le rideau est tombé sur la 45e édition du championnat d'Afrique des clubs champions au Maroc, avec le sacre d'Al-Ali. Le club égyptien a dominé les débats en finale face à Flowers du Bénin, remportant le match sur un score sans appel de 43-22. Dès la première période, les Égyptiens ont montré leur supériorité en menant 22-11 grâce à une défense solide et une attaque rapide et précise. Flowers, malgré leur vaillance, n'a pas
pas pu inverser la tendance face à la machine bien huilée d'Al-Ahly. Avec cette victoire, Al-Ahly ajoute un nouveau titre continental à son palmarès, confirmant sa suprématie sur le handball africain. De son côté, Flowers Handball Club, bien que battu, a montré un parcours admirable tout au long du tournoi, renforçant son statut de grande équipe béninoise sur la scène africaine. Ce duel entre l'Égypte et le Bénin a témoigné du développement constant du handball en Afrique. Le président de la Confédération africaine de handball, Dr Aremou Manzouro, s'est exprimé à l'issue de la compétition. Et voilà, le président Aremou, que nous saluons au passage, c'est un dinosaure, c'est un diplopodus, c'est bien ça, hein, mon cher Koumagnon. Eh ben, il est à la tête de la Confédération africaine de handball depuis plusieurs années et on a constaté qu'il y a une révolution qui s'est opérée au niveau du handball africain. Tefi Laza, voilà, le Togo n'était pas à ce rendez-vous continental, le Bénin y était et a été représenté par un club que vous connaissez très bien, Flowers Handball Club, et qui est arrivé pour la première fois à franchir le Rubicon, hein, à aller jusqu'en finale. Oui, je crois que cette qualification historique est le fruit, n'est-ce pas, du travail qui se fait donc au niveau de cette discipline. Cette dynamique que ce dinosaure dont vous parlez, Aremou Manzouro, le président de la Confédération africaine de handball, a su insuffler à ces associations, parce qu'il faudrait forcément qu'il y ait un sérieux qui soit au niveau continental, afin que les associations également prennent le pli. Et ça en témoigne. Je crois que le Flowers a très bien fait, a récité les leçons, d'accord, apprises lors donc, de la saison et a atteint donc cette étape de cette compétition continentale. C'est une très bonne chose. Et bon, on va donc à cette discipline sportive au Bénin. Maurice Koumagnon, c'est l'équipe de l'honorable Charles Toko au Bénin, hein, bien sûr. Et Charles Toko qui se bat et qui donne tous les moyens à son équipe et cette équipe qui a pu atteindre ce niveau. C'est formidable. Oui, c'est formidable déjà parce que faut le dire, hein, Flowers, c'est depuis plusieurs années, des décennies, que l'équipe est restée quand même au péché et a toujours engrangé des victoires, des trophées, on ne peut pas quand même décompter. Il y en a pas mal comme trophées. Maintenant, ici, en toile de fond, à ce niveau, il faut quand même l'apprécier. Moi, je n'allais pas dire qu'il fallait gagner forcément, mais déjà qu'ils ont tenu de la dragée haute, il faut féliciter l'équipe et féliciter également M. Charles Toko pour l'effort fourni, parce qu'à côté de lui, il y a d'autres également qui se cherchent, qui n'ont pas forcément tous les moyens, mais qui se battent tant bien que mal pour se hisser. On prie que le football, comme le handball, les deux disciplines là, quand même au Bénin, qui sont plus en vue, sont portées plus haut. Ce qui est intéressant, c'est l'expérience acquise au niveau donc de cette compétition, en atteignant, n'est-ce pas, cette étape, et en jouant aussi un cadre sur le continent. Al-Ahly que tout le monde connaît, que ce soit en football, en handball, d'autres disciplines, arrive quand même à exceller. Donc ils ont appris, je crois que cette expérience capitalisée, ils pourront donc forcément l'exploiter, pourquoi pas, des saisons à venir. Sans oublier que l'équipe des Flowers a connu, on va dire, carrément un remaniement, parce qu'il y avait eu les cadors n'y sont plus, exactement. Les Messelions n'y sont plus, il y a beaucoup qui ont quitté. Mais ça justement qui est à la tête, donc... Oui, toujours qui est la équipe. Du staff technique, Voilà, donc ces éléments étaient là par le passé, ils étaient acteurs principaux, mais aujourd'hui ça a connu quand même un remaniement, mais néanmoins le travail continue de se mettre en place et puis on prie que ça avance davantage. Kaïté Tavi, nous avons envie de voir enfin le Togo à ce concert des grands. Non mais espérons. On a juste qu'à espérer que le Togo arrive également à ce niveau et que peut-être qu'il aille plus loin que le Bénin. Voilà. Non, mais c'est pas normal. Lorsqu'on est Togo, enfin, une discipline de handball togolais, aujourd'hui, on est frustré de ne pas voir cette équipe-là, enfin, ce club-là, du Togo, participer à ces compétitions internationales. Je crois que ça cause un problème. Et là, il y a un problème qui se pose. Les dirigeants donc, de cette fédération togolaise de handball doivent quand même un certain nombre de comptes aux Togolais. Parce qu'il y a un championnat régulier qui est organisé. Mais pourquoi les clubs togolais n'arrivent pas à honorer ces rendez-vous? Ça cause un problème. Et surtout que le trésorier général de la Confédération africaine de handball est togolais. Monsieur Debo.
alors, que tout le monde connaît, que nous apprécions, qui a été un de nos premiers invités sur échauffement. Mais là, voilà autant d'éléments qui, moi, me mettent mal à l'aise dans mon fauteuil, parce que une compétition comme telle, on doit quand même... Écoutez, non, mais ça notre souhait de voir une équipe togolaise. Ça cause un problème, surtout qu'on parlait bien sûr du karaté, le Togo n'y était pas, bien comme maintenant le handball, le Togo n'y est pas. Mais non, le football, qu'en est-il? Parce que tout à l'heure, on faisait une prière que le 2 prochain, que ça puisse marcher pour le football aussi. On va prier, en tout cas parce que... Non, la prière ne joue pas. On va prier. La prière ne joue pas. Il faut travailler. Comment est-ce qu'on va prier alors que vous recevez, même si les subventions quand même ne sont pas ce qu'elles doivent être, vous recevez quand même l'argent du contribuable. Mais attendons de vous devez travailler à, n'est-ce pas, réaliser des performances. Et là, c'est une performance qui est ratée. Et le Togo a manqué cette occasion de se hisser sur le continent. Et c'est grave, c'est ce que nous disons. Oui, c'est pas possible, on ne va pas tout le temps prier, non, je pense. On espère qu'un jour... Non, on a trop espéré là. Les patrons de ce sport-là pourront quand même venir par ici. Il faut le travail. On nous dit clairement ce qui ne marche pas parce qu'on a, même si on a reçu une subvention qui n'est pas à la taille de ce qu'on aurait souhaité, mais néanmoins on a reçu quelque chose. Absolument. Et ça a droit de résultat. Voilà, ça a droit de résultat. Président Pochona, votre avis sur la question? Merci beaucoup. Je tiens à féliciter l'équipe béninoise. C'est des performances à encourager. Tenir tête et aller en finale, oui, malgré les clubs maghrébins avec leur budget. Je pense qu'il faut féliciter le président pour le travail effectué. Il faut avoir l'amour de la chose pour pouvoir s'investir. Bon, concernant le Togo, je pense que avec le nouveau président, je pense Tadegnon, le Noël Tadegnon, je pense qu'il est... il est le président de la fédération de handball. Oui. Il était au volleyball. Il a quitté le volley pour le handball. Ah, d'accord. Donc je pense que c'est Noël Tadegnon. C'est un de nos éminents confrères que nous saluons au passage, hein, à Revia. Je pense qu'il est en train de faire un travail à la base. Oui. Si je ne me trompe, je pense qu'il y a déjà un travail qui se fait avec certaines écoles pilotes où on a introduit du handball à la base. Et la réorganisation des clubs, il le faut. Ouais. Il fait un travail. Je tiens à le... Ce travail portera ses fruits, oui, à coup sûr. Le dédouaner. Non, il vient d'arriver. Il vient d'arriver. Je crois qu'il vient d'arriver. Merci Théophile. Il est en train de dérouler son programme. Ouais. Attendons de voir. On lui souhaite bonne chance. C'est un bagarreur, attention. Attention, c'est un bagarreur. Je crois que... il va arriver. Allez, 46e Assemblée ordinaire de la Confédération africaine de football à Addis Abeba en Éthiopie. C'était ce mardi 22 octobre 2024. Les congressistes se sont octroyés beaucoup d'avantages, beaucoup d'argent. Les précisions avec Gilles Chris Haïti. La 46e assemblée ordinaire de la CAF a été présidée par le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe. La CAF a réalisé un redressement financier significatif au cours de l'exercice 2022-2023 avec une réduction remarquable des pertes de 28,9 millions de dollars US à 9,2 millions de dollars US. Un an auparavant, le déficit de la Confédération africaine de football s'élevait à 45 millions de dollars. Cette évolution positive continue est principalement attribuée aux réformes stratégiques mises en œuvre par la direction de la CAF en 2021. Sur les revenus budgétés en 2024-2025, la CAF prévoit un bénéfice net de 11,7 millions de dollars pour la première fois depuis longtemps. Cette santé financière permettra à la CAF de remplir son mandat de développement du football en Afrique. Sous la direction du président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, la CAF a obtenu les revenus les plus élevés dans les compétitions de la CAF grâce aux droits médiatiques et aux revenus de sponsoring qui ont continué à augmenter de manière significative. L'augmentation des revenus a permis à la CAF d'augmenter son soutien financier en faveur des associations membres et du programme de développement du football. Plus que jamais, plus de fonds sont alloués au programme de développement de la base, au football scolaire, en passant par les officiels de match et la production télévisuelle. Lors de la 46e assemblée ordinaire de la Confédération africaine de football, le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a confirmé l'augmentation de 100% de l'aide financière annuelle, c'est-à-dire
les subventions pour les associations membres à 400 000 $ US à partir de 200 000 en 2021. Un moment important pour les nations qui ont lutté pour financer les activités de football. Dépenses. La décision d'allouer une part importante des dépenses, plus précisément 84%, au développement du football africain est un mouvement stratégique qui souligne l'engagement de la CAF à nourrir et à faire croître l'écosystème du football. Dotation et soutien à l'association hôte, 56 millions de $ US. Cela représente la plus grande partie des dépenses, montrant un accent continu sur la récompense de l'excellence par le biais de distribution aux équipes nationales, aux clubs et en soutenant les organisations responsables de l'organisation des compétitions. Organisation des compétitions, 28,1 millions de $. Cette allocation a couvert les coûts associés à la planification et à l'exécution des compétitions de football, garantissant une expérience de haute qualité pour les joueurs, les officiels et les supporters. Programme de développement du football, 32,3 millions de $. Cet investissement a directement soutenu la promesse en 10 points de la CAF visant à développer le football de la base au niveau professionnel. Ce réinvestissement stratégique souligne la volonté de la CAF d'utiliser ses ressources financières pour améliorer le football africain et créer un écosystème footballistique durable. Domaine d'investissement. La CAF augmente de manière significative son investissement dans le développement du football pour l'année fiscale 2024-2025. Un investissement global de 29,8 millions de $ est prévu dans les domaines ci-dessous. Subvention de la CAF aux associations membres augmentée de 100%, de 200 000 $ par AM en 2020-2021 à 400 000 $ par AM en 2024-2025. Subvention de la CAF aux zones augmentée de 50%, de 500 000 $ par zone en 2020-2021 à 750 000 $ par zone en 2024-2025. Introduction d'une allocation de 50 000 $ pour les clubs éliminés lors des phases préliminaires de la Ligue des champions, de la CAF et de la Coupe de la Confédération. Théophile Hazard, est-ce qu'on peut dire que celui qui conclut, bien sûr, que celui qui vient à l'hôtel vit de l'hôtellerie? Non, je crois que ce serait une erreur grave, une erreur monumentale de conclure comme ça. Parce que c'est bien, des décisions ont été prises, mais écoutez, lorsque vous n'avez pas la tête claire dans le calendrier, lorsque vous avez des problèmes, eh bien avec votre bureau, lorsque des gens ne sont pas en odeur de sainteté, on se permet de se partager la main. Je crois que c'est complètement un échec, cette affaire de la Confédération, le bureau de exécutif de la Confédération africaine. Non, c'est vrai, il faut avoir le courage de le dire. Regardez comment est-ce que le calendrier est confectionné. Maintenant, vous partagez beaucoup d'argent pendant que, eh bien, les collaborateurs ont des problèmes et puis on ne règle pas. Si depuis que cette affaire-là est en train de traîner au niveau justement du secrétariat, du secrétaire, je dirais pratiquement c'est le secrétaire de M. Moussengo Omba, qui traîne, eh bien, dans son escarcelle autant de problèmes qui touchent l'éthique. Et je crois qu'à ce niveau, si c'était d'autres personnes, on aurait déjà, n'est-ce pas, l'épingler ou carrément les jeter ou le suspendre. Mais là, ce n'est pas le cas. Les vrais problèmes sont là. On ne les diagnostique pas, mais on s'occupe plutôt du partage et bien de la manne. Je crois que c'est un échec total. Et cette CAF, ce bureau exécutif nous fait honte. Là, on dirait, les vieux démons sont en train donc de revenir. Et c'est grave. C'est grave. Boris, Comagnon, le fait d'augmenter, ça me fait rire. Hein? Oui, ça fait rire parce que déjà, il faudrait, avant de commencer par augmenter, présenter un bilan. On présente un bilan précis. Ça a été fait? Ça a été fait, mais non. Après, ça a été rejeté à plusieurs reprises. Voilà. C'est vrai que bon, maintenant, voilà. Oui, s'ils ont adopté maintenant leur rapport d'activité, ils sont fiers de ça. Moi, je pense que, est-ce que ceux qui regardent le football de loin, ceux qui participent aux ces acteurs, tout le monde est fier aujourd'hui. Tout le monde n'est pas fier. Parce qu'on sait qu'il y a d'autres dossiers qui sont cachés là, qu'on n'a pas forcément essayé de traiter, de trouver des solutions. Il y a même des gens qui devraient même faire partie de ce bureau, qui sont encore assis là, tapis dans l'ombre, qui ont des dossiers, qui ont des casseroles qui traînent. Mais on est là, on attend, on distribue des millions. J'entends même des millions qu'on distribue comme ça. Je me dis... on va essayer de voir l'augmentation proposée à adopter. Les vice-présidents de la CAF gagneront 20 000 $. Faites vos calculs. Les membres du comité exécutif de la CAF, un montant de 20 000 $. Les présidents des unions de zone de la CAF,
pour un montant de 25 000 $. Il y a 2 conseillers spéciaux du président de la CAF. 20 000 $. Et la nouvelle indemnité annuelle proposée est de 50 000 $ pour le président de la nouvelle association des clubs africains. Il vient d'arriver, hein. Et puis, la nouvelle allocation annuelle proposée est de 50 000 $ pour les présidents des associations membres de la CAF, provenant de la subvention annuelle considérablement augmentée de 400 000 $ des associations membres. C'est trop? Je pense que c'est trop. C'est trop parce que déjà, je vais revenir rapidement aux acteurs. Aux acteurs qui font bien sûr que notre CAF-là tourne. Est-ce que ceux-là sont aussi logés à cette enseigne-là? Est-ce que ceux-là sont aussi à l'aise? Est-ce que quand on fouille aujourd'hui maintenant les acteurs, les principaux acteurs qui sont sur les gradins, qui sont sur le terrain, qui font le travail là, est-ce qu'aujourd'hui ils sont logés tels que ces gens-là vivent? Mais moi, c'est malheureux de constater qu'on distribue de l'argent alors qu'on pouvait financer véritablement des activités qui vont émerger, permettre de l'éclosion des talents et permettre à ce que les gens évoluent. Mais on fait plutôt un dispatching, hein, de président par président, de vice-président par vice-président. Finalement, je me dis que cette CAF-là, est-ce qu'elle tient la route? Surtout que des calendriers posent problème. Ils n'arrivent même pas à organiser des compétitions, des calendriers, il y a des échéances maintenant de football qui doivent se jouer. Ils n'arrivent pas à tenir des rendez-vous. Ils s'écoutent des millions comme ça. Et pendant ce temps, il y a des footballeurs qui ne gagnent pas comme ça. Qui n'ont même pas le salaire à bonne date, qui ne sont même pas, dont des arriérés sont déjà là, qui sont des contentieux qu'on n'a pas encore réglés, et ils sont là en train de s'amuser avec des millions. Kaï, est ta avis? Moi, je dirais que les 2 conseillers, ils ne devraient même pas avoir leur place dans le bureau exécutif parce qu'ils n'arrivent même pas à bien conseiller le président. Donc, avoir 20 000 $, je ne sais pas chacun. Non, mais... Monsieur Pochona, je vais vous épargner de ces questions-là. Parce que vous êtes candidat et c'est sûr que votre discours ne sera pas le nôtre. Donc, je préfère ne pas vous donner la parole là-dessus. Mais le constat, c'est que c'est triste. Triste parce que Patrice Motsepe est un homme d'affaires. Et avec son avènement à la tête de la CAF, on pensait que les choses allaient changer. On a vu un peu comment on a fait ce coup d'État. Issa a tout paix à son âme. L'autre malgache, Ahmad Ahmad, est arrivé. On a cru que ça va être l'Eldorado. Il n'a même pas terminé le mandat. Il a été viré, un coup d'État qui ne dit pas son nom. On fait venir cet homme d'affaires qui est un Sud-Africain. Et nous pensions que, bon, voilà, c'est fini, les problèmes. Comme il est milliardaire, dit-on, les choses vont changer. Mais à un moment donné, on a constaté même que les caisses de la CAF ont souffert, hein, beaucoup ont souffert. Et maintenant, eh ben, le secrétaire général a des soucis. Il y a une commission en place pour l'écouter. Cette commission décide de le suspendre. On ne le suspend pas. Mais si c'est les autres, le même jour, le lendemain, ils sont suspendus pour des allégations fallacieuses. Est-ce que c'est normal? C'est triste. Et il va falloir changer vraiment la donne, hein, mon cher commandant. Je pense qu'il va falloir changer la donne. Et moi, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on ait des audits. Véritable, de sortie d'argent. Parce que sortie des millions, parce que ce qu'on a, c'est de l'argent qui sort. C'est beaucoup. Dollars qui sortent. Hein. C'est beaucoup. Et ça va faire quoi? Oui, ça fera que certains, parce qu'ils sont habitués à ça, ne voudront même plus quitter. Oui, mais est-ce qu'un conseil... Et il y aura toujours des problèmes à la tête de nos fédérations nationales. 20 000 $, vous imaginez, je ne sais pas ce qu'il fait en vérité. Là, et puis 20 000 $, je me dis, ils sont 2. Je ne refuse pas qu'on puisse avoir un conseiller, 2 conseillers, c'est pas mauvais, mais en réalité, ils sont là pourquoi? Est-ce qu'ils ont atteint les objectifs? S'ils n'ont pas atteint, on a qu'à quand même libérer les gens. Parce que moi, ce qui me gêne surtout, ce sont les acteurs qui pratiquent le football. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont bien logés? Est-ce qu'ils s'en sortent? Est-ce qu'ils ne sont pas bien logés? Et des conseillers comme ça viennent maintenant de manière bizarre se pointer là. Si on me parlait même des anciens footballeurs, oui, les stars là, à qui on donne un peu aussi, j'allais comprendre. Qu'est-ce qu'on fait de cette gloire-là? Voilà. On les invite, ils mangent, ils dorment, ils reprennent leur billet d'avion, première classe,
terminé. Et là, on distribue On des leur millions. donne quelques petits sous dans la poche et puis c'est terminé. C'est triste hein, avec l'avènement de Patrice Motsepe à la tête de la CAF. Il y a élection bientôt et nous espérons que les choses vont changer. Les choses doivent changer pour la promotion et le développement du football continental. Est-ce que ça changera? Surtout que la démarche maintenant avec des millions qui sont dispatchés là, c'est pas maintenant. C'est de ça il met la question. c'est Parce comme ça, que celui qui en a reçu suffisamment va faire une politique pour se faire maintenir. Voilà. Et l'autre, écoutez, lui, il n'est pas là, il n'est pas dans cette affaire de football. Quand vous parlez de Motsepe, ce n'est pas. On constate clairement avec amertume et avec tristesse que ce n'est pas. Le football, ce n'est pas son problème. Non, le monsieur est en train de se battre pour. Eh bien, c'est un politicien en plus, parce que c'est clair, hein, on a suivi un peu, il a un œil également sur la politique. Oui, c'est de ça il est question. Il vise beaucoup là-bas Il avec vise. ces élans politiques qu'on constate surtout lorsqu'il fait des sorties. Sorti, et ça, venir encore au niveau donc, du football, et on se partage la manne comme ça, avec autant de problèmes, les calendriers mal ficelés, mal conçus pour les joueurs, et conséquence, c'est pour mettre encore les acteurs en difficulté dont vous parlez. Je crois que eh bien, c'est suffisamment grave. Il va falloir qu'on change désormais de paradigme pour le développement de notre football. J'aurais même souhaité que En la Afrique cagnotte du Sud. allouée maintenant aux équipes qui sont partie prenante de tout ce que la CAF fait, qu'on augmente les cagnottes pour permettre aux joueurs de se soulager. Ouais. Puisqu'on a augmenté pour les dirigeants, Ah oui. augmenter les salaires des footballeurs. C'est important. Ah oui. C'est très important. Et nous allons revenir souvent sur ce dossier parce que ça n'amuse plus personne. Il s'agit de nous tous. Hein. C'est la Confédération africaine de football. C'est pas pour quelqu'un, c'est nous tous qui sommes concernés. Eh ben, je pense que pour cette promotion du football africain, il va falloir que les choses changent définitivement. Et nous allons à présent monter sur le tatami endossé, le karatégi, puisque nous allons parler de karaté et vous annoncer que la Fédération royale marocaine de karaté vient d'annoncer que les championnats du monde de karaté 2026 pour les catégories cadets, juniors et moins de 21 ans se dérouleront au complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat du 14 au 18 octobre 2026. GPP, Gilles Chrisaïté, reportage. Les championnats du monde de karaté 2026 cadets, juniors et U21 se tiendront au complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat du 14 au 18 octobre 2026, a annoncé la Fédération royale marocaine de la discipline FRMK. Cet événement prestigieux rassemblera les meilleurs jeunes athlètes de karaté du monde entier, souligne la FRMK dans un communiqué. La décision d'attribuer cette édition au Maroc a été prise au sein d'un comité composé des membres de la Fédération mondiale de karaté ainsi que des représentants de chaque pays participant, relève le communiqué, notant que ce choix reflète la confiance accordée au Maroc pour garantir le succès de cet événement mondial. En effet, le choix du Maroc pour accueillir cette compétition internationale s'appuie sur son historique remarquable dans l'organisation de grands événements sportifs, se félicite-t-on de même source. Le Maroc a su démontrer son expertise et son savoir-faire, faisant de lui une destination de choix pour les compétitions de haut niveau, poursuit la FRMK. Ajoutons que le Royaume dispose d'une infrastructure sportive de qualité capable d'accueillir un événement d'une telle envergure et offrant aux participants et aux spectateurs des installations modernes et un cadre exceptionnel. Voilà, c'est le karaté. Kara qui veut dire vide, te qui veut dire bain. C'est une discipline inventée par les Japonais et vous comprenez que au niveau du Maroc, il y a les installations sportives et presque tout le monde se rend maintenant au Maroc pour organiser ces compétitions. Et voilà, le karaté qui s'exporte également. Et je connais bien ce centre et je pense que les Africains iront, les Africains feront en sorte que le karaté triomphe. Surtout les Togolais, Béninois, Nigériens, Ivoiriens, je souhaite qu'ils reviennent avec les breloques, mon cher Théophile Lazare. Absolument, parce que c'est une très belle infrastructure pour s'exprimer, pour, n'est-ce pas, performer. Mais c'est pas à cause des infrastructures, il faut travailler, mon cher. Non, attention, d'abord en amont c'est le travail. Lorsque vous travaillez bien, il faut que vous ayez l'occasion aussi de vous exprimer avec de très bonnes infrastructures. On ne va pas construire des clauses pour dire, bon voilà, allez compétir pour des breloques. Non, les infrastructures sont importantes. Maintenant, le travail, ça, on s'est inscrit déjà dans cette dynamique. Il faut d'abord travailler
avant de performer, ça va de soi. Ouais, je souhaite que le karaté togolais soit de la partie parce que la dernière fois, nous n'avons pas vu le Togo et ce n'est pas une bonne chose. Il y avait seulement l'arbitre international, AMPA, qui souvent est représenté. Il faut que les pratiquants maintenant également aillent sur le tatami et fassent en sorte qu'on retrouve le nom du Togo, parce que le Togo a connu de grands karatékas. Naguère, eh ben, j'en connais, hein, les logos sous tête, les noms me manquent, mais ils étaient nombreux, ils étaient très forts. Et Lorsque vous citez ça, moi, Père à Richard, à l'âme de Richard, par exemple, etc., etc. Donc, il faut que ça reprenne. Hein. Il y a, je pense, une assemblée générale élective hein, au niveau du karaté togolais. Bon, je ne dis pas que l'actuel président, que nous avons reçu par 2 fois dans ce studio, fait mal les choses. D'abord, c'est un pratiquant, ce qui est bon, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Bon, il va falloir donner des moyens. Hein, à cette fédération, parce que, bon, il faut tenter les autres également, hein, pas toujours le football. Et on a fait un plaidoyer à l'endroit du chef de l'État togolais. On le prie de construire une arena ou bien un palais des sports hein, pour nos sportifs togolais. Ils en ont besoin, parce qu'il n'y en a pas. Hein. Si vous prenez la boxe, il y aura un gala de boxe ce week-end. On ne va pas en parler parce que, bon, pour des problèmes techniques, il faut ça, Théophile Lazare, il faut ces infrastructures. Absolument, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure dans mon intervention précédente que les infrastructures aussi comptent. Il faut que l'État quand même arrive à construire des infrastructures pour permettre à ces athlètes, ces talents-là, parce qu'on a parlé du développement du sport à la base, ces talents d'aller déjà au contact de ces infrastructures pour que lors des compétitions internationales, qu'ils ne soient pas dépaysés, qu'ils ne soient pas confrontés à ces belles infrastructures. Ce qu'il dit est vrai parce que on fait un constat quand vous allez voir quand il y a une compétition internationale, les Blancs ils ne viennent pas en Afrique pour des stages, des expéditions, ils ne viennent pas pour ça. C'est nous Africains qui voyageons parce qu'on se dit oui là-bas il y a les conditions. Donc ça veut dire qu'avant une performance il faut des conditions. Et après les conditions maintenant le travail et après le travail les paieront l'élément d'école. Mais s'il n'y a pas ça on ne peut pas avoir de résultats. Quand il t'a vu? Je suis absolument d'accord avec mes 2 confrères. Il faut avoir des structures adaptées, des infrastructures adaptées pour pouvoir émerger dans les différentes disciplines. Affirmatif. Président Tochona. Merci beaucoup. Merci pour ce débat. Je pense qu'il est important, il est très important d'avoir des infrastructures pour que nos jeunes puissent s'adapter et se frotter à ce qui se fait de mieux ailleurs. C'est pourquoi dans notre projet, nous avons l'ambition de faire un plaidoyer au niveau du ministère et des communes, afin que les terrains périphériques de notre juridiction puissent être rénovés, et que les enfants puissent faire ce qu'ils aiment. Voilà, pour que les enfants puissent faire ce qu'ils aiment. C'est bien chuté là. Hein? Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous sommes allés chercher pour vous aujourd'hui la photo d'une grande dame que nous apprécions, que nous aimons, pour le travail qu'elle a bas, pour ce qu'elle est et pour l'amour qu'elle porte pour le sport togolais. Arrêt sur image. L'arrêt sur image porte sur Lydie Bessikama. Lydie Bessikama, elle est née le 15 mars 1979 à Lomé. Elle a fait son cursus scolaire à Lomé et a obtenu son baccalauréat série D en 1996 au lycée de Tokoin. Élève brillante, elle passe le concours d'entrée à l'école du service de santé des armées de Lomé, ESAL, en 1996 et réussit. Elle y
y poursuit ses études, elle y poursuit des études médicales et militaires et sort en 2005 nantie d'un doctorat d'État en médecine. Elle est membre de la commission médicale du Comité national olympique togolais en 2005 et devient en 2006 la représentante du Togo à l'organisation régionale antidopage au RAD zone 2 et 3. Elle préside la commission médicale de la Fédération togolaise de handball en 2008 et devient l'année qui suit membre de la commission médicale de la Confédération africaine de handball. Elle a fait partie de la délégation officielle du Togo au JO de Beijing. J'y étais, c'était en 2008, en tant que médecin, la seule fois où le Togo a obtenu une médaille olympique. Elle obtient un brevet de médecine de mission extérieure à Marseille en France en 2009. De 2009 à 2011, elle poursuit une formation au CES de biologie et de médecine du sport, à l'issue de laquelle elle présente un mémoire en médecine du sport en 2014. Elle poursuit en parallèle de 2009 à 2013 une formation au DES de pédiatrie et d'hygiène infantile, sanctionnée par la présentation d'un mémoire en pédiatrie et hygiène infantile à l'université de Lomé. Eh bien, Bessie Kama débute sa carrière en 2015 à l'ENAM, École nationale des auxiliaires médicaux. D'abord enseignante de la médecine du sport aux étudiants kinésithérapeutes, elle devient dans la même année médecin pédiatre au centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio de Lomé jusqu'en 2017. Elle est diplômée du Comité international olympique de gestion des organisations sportives olympiques en 2016 et est présidente de l'organisation régionale antidopage zone 2 et zone 3 de 2015 à 2017. Elle a servi en tant que militaire sous le drapeau de l'ONU comme député force médicale officière à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, de 2017 à 2018. Et ce n'est pas fini, Théophile Hazard. Elle est commissaire, membre de la sous-commission prévention de la torture et autres formes de traitement cruel, inhumain et dégradant à la Commission nationale des droits de l'homme au Togo depuis avril 2019 jusqu'à ce jour. Elle a suivi un cours de management du sport organisé par la Solidarité olympique. Hissée au rang de chevalier de l'ordre du Mérite en 2011, Bessie Kama est la première femme médecin militaire parachutiste au Togo. Elle est depuis le 2 octobre 2020 ministre des Sports et des Loisirs du Togo. Docteur Lydie Bessie Kama est mariée et mère de famille. Je dis, j'applaudis tout simplement. Franchement, j'applaudis cette Amazone, oui, africaine et togolaise, parce que, écoutez, c'est celle-là qu'on peut appeler diplodocus. Vous voyez, et ça prouve qu'au niveau donc du sport togolais, c'est-à-dire dans ce département-là du président de la République, il a su bien faire le choix. L'échantillonnage est bien choisi et ça, les Togolais doivent en être fiers. Je décerne donc une fière chandelle à Madame le ministre des Sports togolais qui, ma foi, eh bien, mérite tout et que, je dis bien, et que les fédérations également ou les différentes entités sportives doivent l'accompagner pour la réussite de sa mission. C'est extrêmement important. Le Togo ne peut pas espérer mieux. Moi, on parle d'une femme. Oui, je dirais que c'est une fierté nationale. Une fierté nationale, internationale. Et comme Théophile Hazard a dit, les différentes entités sportives normalement devraient l'aider à bien faire, à bien accomplir sa mission. Maurice Koumagnon. Oui, moi je suis déjà ravi parce que vous savez, dans le marketing, on parle souvent, quand on veut faire un choix, on parle de segmentation. Donc je dirais que le gouvernement a fait une segmentation normale. Quelqu'un qui a un profil bien dégagé et qui a écumé beaucoup de choses qu'il a fait par le passé. On ne va pas quand même dire, parce qu'on sait, on se connaît nous les hommes. Quand on retrouve une femme quelque part, on se dit non, elle va me diriger, elle va pas me faire ceci, cela. Il ne faudrait pas qu'on lui mette les bâtons dans les roues, qu'on lui apporte
les aides qu'il faut afin qu'elle puisse véritablement apporter sa plus-value à ce sport-là, parce que je sais qu'elle en a en la matière. Président Pochona. Oui, c'est notre ministre de tutelle. On n'est que ravis d'avoir ce profil au niveau du ministère. Je vais m'attarder un peu sur la formation, ce qui m'intéresse dans son profil, oui. La santé du sport. Oui. La santé du sport, je pense que c'est une branche qui est un peu rare. Il faudrait que des jeunes filles, comme on parle maintenant du sport féminin, des jeunes filles puissent prendre exemple sur la ministre et exceller là-dedans. Et ensuite, la santé infantile. Vraiment, c'est important pour nous. Nous qui voulons améliorer la base. Nous en avons besoin de ces genres de profils pour accompagner nos enfants. Nos enfants, parce que l'enfant vient chez nous à partir de 5 ans et nous avons en charge de les former dans les académies afin de sortir quelque chose de bien. Il faut aussi connaître là-dedans. Merci beaucoup. Et je dis chapeau à Madame la ministre. Un exemple en Afrique, hein, ça je vous dis, c'est un exemple en Afrique. Hein, parce qu'on ne peut pas voir bien ce profil. Souvent, qu'est-ce qu'on observe sur le tropique, c'est quoi? On amasse les diplômes, on amasse les titres, tout ça, le profil est bon, mais on vous confie des responsabilités et on est incapable. Mais ce n'est pas le cas avec la dame. Franchement, elle m'épate avec les résultats. Je l'ai vu. Eh bien, lors de l'inauguration d'un stade, je ne sais pas, municipal quelque part, là, dans une région, ma mémoire ne m'est pas fidèle, sinon je vais rappeler, mais qui était fondue, eh bien, dans la masse, elle était imprégnée, elle allait donc s'imprégner des réalités. C'est de ça il s'agit. Lorsque vous voyez une autorité qui, plus est le ministre, en charge donc des sports, aller comme ça au contact des sportifs, ça crée l'émulation. C'est de ça il s'agit. Vous voyez? Et puis, dans les actions, au niveau donc des différentes associations, elle répond également présente. Je crois que le Togo ne peut pas espérer mieux. En tout cas, elle est à la hauteur donc de sa tâche. Oui. Pas comme certaines personnes qu'on aurait parachutées. Oui. Parachutées qui viennent maintenant se troubler même à leur poste, qui n'arrivent pas à absolument. Exactement. Qui se perdent lamentablement. Je pense que déjà, ce profil, si on a ce genre de profil chaque fois dans nos pays, dans le zone tropique, les résultats seront au rendez-vous. Nos admirations, Madame le ministre. Sans oublier, depuis qu'elle est là, l'instauration des journées de sport. Oui. Ça, chaque premier samedi, c'est à mettre à son crédit. Ah oui. Donc, il faudrait vraiment la féliciter. Nos admirations, Madame le ministre. Condensé de l'actualité sportive, tour de nos correspondants. Et c'est le tour de nos correspondants à présent. On commence par Steve Mabille depuis la France. Il est à Marseille. Il a suivi pour nous ce grand combat entre le Camerounais Ngannou, Francis, et le Brésilien Ferreira. Eh bien, il va nous en parler. Arruevia, bonsoir. Bonsoir Arruevia, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir le plateau. On passe directement à Riyad. C'était dans la nuit de samedi à dimanche passé, en Arabie Saoudite. Le Predator Francis Ngannou était de retour. Il s'attaquait à du dur, à du très lourd, au Brésilien Renier Ferreira, le tenant du titre poids lourd de la PFL, un homme d'une coriace, un colosse, 2,03 m pour 119 kg. Ngannou n'a jamais rencontré, ou très peu rencontré du moins, une personne de cette carrure. Ça va être très difficile, on le pensait, mais il était tout de même favori. Mais certaines personnes pensaient également que Francis était peut-être en toute fin de carrière, qui suite à sa défaite, surtout terrible, un KO très dur face à Anthony Joshua en boxe anglaise il y a quelques mois à Riyad même. Et donc pas mal de personnes avaient des interrogations. Mais pourtant,
Cela a commencé très rapidement. Dès le premier round, les deux hommes se sont envoyés des low kicks d'une extrême violence, un low kick qui arrachera la jambe d'un commun des mortels. Puis, très intelligemment, Francis Ngannou a contré une attaque du Brésilien et l'a envoyé au sol. Il s'est mis en mode grappling. Et là, le Brésilien n'est pas à l'aise, il est connu pour cela. Il est mieux sur ses jambes quand il boxe, quand il combat, quand il envoie les pieds depuis sa stature de debout, mais au sol, il a des difficultés. Et cela s'est vu très rapidement. Malgré tout, il a essayé de réagir par un triangle, c'est-à-dire une technique d'étranglement. Mais Ngannou était très en forme, très affûté. Il a réussi à s'en sortir. Et là, il a envoyé les droites, les gauches, d'une amplitude terrible. Ça atteint le cerveau, le crâne, la tête de Ferreira. Le pauvre, il a reçu entre 15 et 20 coups directement pleine face jusqu'à tomber dans l'inconscience, un knockout. L'arbitre a stoppé directement le combat au bout de 3 minutes dans ce premier round. Une victoire expéditive du Camerounais. Il prend la ceinture poids lourd de la PFL. Il rentre dans la légende. Il est le seul homme, le seul combattant à avoir 2 titres dans les 2 ligues différentes, c'est-à-dire en UFC et en PFL. Francis Ngannou, à 38 ans, a marqué son sport déjà. On se demande s'il va continuer. Lui-même se pose la question. Lors de son interview après combat, il était très ému. Bien sûr, il pensait à son fils Kobe, décédé en avril dernier, à l'âge de 15 mois d'une malformation du cerveau. Donc, très dur pour lui. Il lui a dédié cette victoire. Mais bon, psychologiquement, il n'est pas remis. Il ne pense qu'à son enfant. C'est normal. Il va falloir plusieurs années. Et je pense qu'on n'efface même jamais le décès de son enfant. À 38 ans, il se donne la réflexion. Il ne dit pas qu'il va plus combattre, mais il ne dit pas qu'il va remettre les gants. Peut-être qu'on le reverra en boxe anglaise ou en MMA, mais bon, pour l'instant, on ne sait rien. L'avenir nous le dira, mais la seule chose que l'on peut dire sur ce combattant camerounais, c'est qu'il a la fierté de l'Afrique. Il a marqué son sport, il a marqué sa génération. Il est parti de rien, il est arrivé très haut. Aujourd'hui, c'est une star mondiale, il est très reconnu, il a gagné beaucoup d'argent, il l'a mérité, il a combattu dur. Vraiment, chapeau Francis, et on espère te revoir très prochainement. Le plateau, à très bientôt. Je vous dis à toutes et à tous, je vous souhaite bien sûr une bonne et agréable soirée. Steve Mabi, Marseille, pour One TV. Direction à présent Constantine, c'est en Algérie où nous retrouvons Smaïl Benkaïdia pour le condensé de l'actualité sportive. Bonsoir. Bonsoir FSP. Très heureux toujours de vous retrouver comme d'habitude à partir de l'Algérie où après la brillante qualification de l'équipe nationale, les Fennecs, à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, et s'est posé, dans les coulisses bien sûr, rien n'est officiel, le problème des primes. Il paraîtrait que dans le contrat du coach Petkovic, il aurait signé une prime de 100 000 €, petite bagatelle de prime, pour la qualification en Coupe d'Afrique des Nations. Seulement, vite fait, le chargé de communication de la Fédération algérienne de football a vite fait de démentir d'abord l'information et puis de dire qu'il n'y avait pas de prime en cas de qualification pour l'équipe nationale en Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être une prime, oui, mais pour le gain du tournoi en cas de victoire finale, c'est-à-dire que si l'Algérie remporterait une CAN, il y aurait une prime. Sinon, pas encore de prime. Bien sûr, il n'y a pas de fumée sans feu. Probablement, il aurait été question de prime au sein de l'équipe nationale parce que toute qualification est rémunérée par une belle prime.
comme tout travail mérite salaire, eh bien, une qualification mérite d'être valorisée, et c'est ce qui serait fait en cas de qualification en Coupe du Monde. Et là, on parle déjà d'une petite somme de 400 000 € pour le coach de l'équipe nationale en cas de qualification en Coupe du Monde. Mais là, on n'en est encore pas là. On devrait préparer. Mais quand on parle d'argent, eh bien, l'un des plus heureux, c'est le joueur Bouhanani, qui vient de voir son salaire doublé par l'OGC 10 et aussi une prolongation de contrat. Le talentueux joueur de 19 ans à peine, c'est une petite perle qui est là et qui n'a pas encore gagné sa place au sein de l'effectif de Petkovic, l'effectif titulaire bien sûr. Mais comme on sait que l'Algérie est en train un peu de briguer du côté de l'Allemagne avec les derniers joueurs, et encore, on vous citera, j'espère, la semaine prochaine. J'attends bien sûr la confirmation de l'information pour vous donner 2 dernières pépites qui viendraient rejoindre et grossir les rangs de l'équipe nationale. Je vais juste dire un mot du championnat, puisque le championnat continue son petit bonhomme de chemin avec un duo à la tête du classement. Et on a joué des matchs en retard mercredi, c'est-à-dire hier, et il y a eu la victoire de l'USMA d'Alger, l'USM Alger, grâce à Gassama qui a marqué un but à la 26e minute en déplacement à Mostaganem, ce qui a permis à l'USMA d'Alger de rejoindre le Mouloudia Club d'Alger, le champion en titre, qui lui avait déjà gagné face à Khenchla la semaine passée, 1-0 sur le même score. Alors, l'autre match de mise à jour de la 4e journée, c'est ASO Schleff USM Khenchla, et il n'y a pas eu de vainqueur, 1 but partout, ce qui conforte un peu plus la place de lanterne pour l'association l'ASO Schleff. Juste à dire que pour le prochain match, samedi prochain, il y aura un beau duel à suivre entre le Mouloudia d'Alger et l'étonnante équipe de l'Olympique Akbou, qui vient pour sa première année en Ligue 1 déranger un peu l'ordre établi. J'espère qu'on aura beaucoup plus d'informations pour la semaine prochaine et surtout du beau football comme on a eu avec Borussia Dortmund et Real Madrid, et les regrets, bien sûr, on regrettait un peu notamment Ben Sebaini, le joueur d'équipe nationale qui joue au Borussia, et il a dit que c'était tellement bête de perdre après une belle deuxième mi-temps de 1-0 face à l'étonnante Real Madrid. Les Merengues n'ont pas fait de détails et une remontada extraordinaire, 5-2. Mais je sais que vous avez suivi ça. Allez, on suivra la semaine prochaine l'actualité du football algérien. À très bientôt. À bientôt. Allez, atterrissage à Ouagadougou, c'est au Burkina Faso, où on retrouve Antoine Bationo qui revient comme ça d'Abidjan. D'ailleurs, le Burkina Faso fait partie des premiers qualifiés pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Théophile Aza, sans oublier l'Algérie de notre cher Smaïl Penkaïdia également. Alors, il vient de poser sa valise et revoici Antoine Bationo pour le condensé de l'actualité sportive au Burkina Faso. Bonsoir mon cher Antoine. Bonsoir Félix Ondé Pépéripé. L'actualité sportive est marquée par le championnat national, les affaires locales. Comme on le dit souvent après les éliminatoires, les matchs 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN, avec la double confrontation Burkina-Burundi et la double victoire des étalons, 4-1 et 2-0. Qualifié, premier pays qualifié pour la CAN 2025 au Maroc. Et nous sommes retournés aux affaires locales pour dire tout simplement que, Salitas FC qui dominait ces dernières années le championnat, pour ne pas dire le football burkinabé, pas forcément le championnat, parce que c'est l'AS Douane qui est 2 fois de façon consécutive champion du Burkina. Et l'AS Salitas fait partie des meilleurs clubs qui a joué 2 fois les phases de groupe de la Coupe africaine, la Coupe de la Confédération de la CAF. Alors, Salitas réalise la plus mauvaise début de saison depuis que ce club est en première division. 4 journées, 4 défaites, 0 but au total, 0 points au total. Donc, avant-dernier, tout comme l'ASEC de Koudougou qui totalise 0 points également. Donc, c'est au goal average que la Salitas est 15e et à l'ASEC de Koudougou ferme la marche. L'équipe des électriciens, l'AS Sonabel, domine pour l'instant le championnat.
est en tête et va croiser ce week-end pour le compte de la 5e journée l'AS Douane. 2 fois championne du Burkina. Alors, ça va être le match à ne pas rater. Ce sera dimanche au stade Dr Issoufou Joseph Colombo. Et Salitas FC va tenter de se racheter face à Majestic. Ça va pas être facile face aux jeunes du président Amadou Traoré. Ça sera également ce week-end pour le compte de la 5e journée. C'était Antoine Bationo depuis Ouagadougou pour One TV. Allez, on va atterrir définitivement maintenant au Cameroun où nous allons retrouver une Amazone, une grande dame, une consoeur qui connaît le boulot. Il s'agit de Tessa Bax. Bonsoir Tessa Bax. Hello to all, FSP, j'espère que vous vous portez bien, échauffement, One TV, Togo, j'espère que ça se passe bien. Je suis Tessa depuis le Cameroun, je suis là pour vous donner la revue de l'actualité sportive. Et là, on le sait tous, on avait besoin que de 3 minutes pour un beau chaos en un round pour Francis Ngannou. Francis Ngannou est devenu le champion. Oui, il rapporte encore beaucoup de rêves à la jeunesse africaine et il rassure les Lions, il rassure tous les Camerounais que tout se passe encore bien avec lui. C'était un hommage, oui, ce match, il a dédié à son fils qui nous a quittés il y a cela quelques temps. On a vu le champion MMA verser des larmes, mais on a compris aussi qu'il faisait son deuil. C'était un très beau moment et on va dire que le perdant, le Brésilien, il n'a pas compris ce qui lui arrivait. Mais on va dire que c'était une très belle occasion, quelque chose que beaucoup n'attendaient pas. Je vous avais dit à la dernière édition que Francis Ngannou était en forme, mais je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit en forme à ce niveau-là. Oui, c'est juste 3 minutes, un round, qui ont suffi pour que Francis Ngannou puisse ramener sa légende à vie. Et là, on va dire simplement que le championnat de première division du Cameroun va se relancer très prochainement, d'ici 1 mois, comme nous l'a souligné Jean-Marie Coussa, oui, c'est le communicateur officiel de la FECAFOOT, qui nous a signalé que c'était dû simplement à l'Assemblée générale qui devait se tenir le 16 novembre 2024. Vous savez que c'est un moment où la Fédération camerounaise de football va devoir s'asseoir et revoir ces choses, oui, revoir son carnet et réajuster les choses pour que tous puissent bien se passer dans le cadre du football au Cameroun. Donc, c'était un bon message qui nous est envoyé et on espère que tout va véritablement bien se passer avec les jours à venir. Il faut rappeler que le championnat s'était arrêté, voilà 6 mois, on n'a pas de retour, on ne savait pas encore s'il y aurait effectivement une nouvelle saison. Voilà, nous allons déjà dire que les qualifications de la CHAN 2025 sont en cours. Oui, les Lions à prime se préparent, ils ne vont pas se laisser faire. De ce fait, ils vont affronter l'équipe de APGS et Fauve Azur du côté de Yaoundé. Oui, ça c'est le cadre amical, mais aussi préparatoire pour cette CHAN 2025 qui s'annonce pleine de couleurs et pleine d'adversaires assez coriaces. On va signaler que Samuel Eto'o avec son secrétaire général Blaise Djounan se sont rendus à la 46e assemblée générale de la CAF du côté de Addis Abeba. Il en ressort que le 12 mars 2025, on saura si Motsepe reste le président de la CAF ou bien il sera remplacé. Et c'est vrai, c'est assez compliqué parce que lui-même n'a pas encore déclaré officiellement sa candidature pour être à ce poste-là. Il faut dire que nous avons un peu les pays d'Afrique du Nord qui sont en train de se positionner. On nous annonce qu'ils ont carrément démontrer que oui, c'est possible qu'ils veuillent avoir quelqu'un de chez eux qui prenne les rênes de la Confédération africaine de football. Est-ce que ce sera possible? On va voir les ralliements. Ça veut dire que ce 12 mars que nous attendons, beaucoup de choses vont se passer et on aura aussi l'occasion de savoir qui d'autre veut se présenter à la présidence de la CAF. Beaucoup ont parlé de Samuel Eto'o, mais c'est vrai, on est en train de voir que le problème de la FECAFOOT là, c'est pas facile. Bon, peut-être il va encore ajouter la CAF dessus, on ne sait pas. Mais on se dit juste que les élections seront assez chaudes et on va voir qui va remplacer Motsepe. Est-ce qu'il va rester lui-même? On saura les choses. Il faudrait dire que Coton Sport de Garoua a effectivement présenté sa liste de 32 guerriers. Je dis guerriers pourquoi? Parce que ce sont des hommes qui sont déterminés à affronter la saison 2024-2025 et remporter, oui, que les championnats puissent rentrer dans les godasses de l'équipe de Coton Sport. Il faudrait aussi dire que
Yves Clément Arouga, oui, c'est l'ancien coach de Dynamo, oui, qui se retrouve dans beaucoup de situations assez compliquées. On va dire compliquées, pourquoi? Parce que il était annoncé comme futur coach de Canon de Yaoundé, mais ça n'a pas été le cas. Et ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a eu des informations qui ont circulé disant que il avait voulu donner de l'argent, ça n'a pas été validé. Et touché dans son ego, il a fait une sortie où il a déclaré que il avait effectivement eu des accords avec Canon, mais ça n'avait pas pu se faire. Pourquoi? Parce que déjà, les conditions n'étaient pas respectées. Il venait avec un staff de 19 qui s'apprêtait à mettre en route pour être sûr des victoires, mais il arrive, il trouve déjà 40 joueurs dans les lignes du Canon. C'était assez compliqué. Il fallait éliminer certains, ce qui n'était pas évident. Et avec ces 19, c'était assez compliqué. Et il explique que aussi du côté du cachet, ce n'était pas comme il s'y attendait. Alors, il a dû laisser tomber. Donc, véritablement, les rumeurs qui circulent sur son compte sont à mettre vraiment de côté et dire que ce sont des petits aléas de ce qui se passe quand quelque chose ne marche pas. Voilà, mesdames et messieurs, je suis Tessa. C'est depuis le Cameroun que je vous ai fait cette petite lecture sportive de notre côté du continent. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. À très bientôt pour encore plus de détails par rapport à l'actualité africaine. Coup de cœur, coup de gueule. On commence par vous, hein, mon très cher Boris Koumagnon. Oui, déjà, pour coup de cœur, je vais d'abord parler de la ministre des Sports togolais, parce que cette dame-là dont on a présenté, bien sûr, le parcours et puis tout ce qu'elle a eu à faire, je lui dis chapeau, parce qu'une personne comme ça, à ce niveau, ça permet quand même qu'on puisse avoir des résultats intéressants. Donc voilà mon coup de cœur. Et puis le coup de gueule, c'est pour la CAF. Parce qu'on comprend aujourd'hui avec les problèmes à la CAF, il y a des questions qui ne sont pas encore traitées, résolues. Et quand on se permet de vilain luxe de distribuer des millions comme ça devant des acteurs qui ne sont pas encore mieux lotis, qui ont des difficultés, dont les salaires ne sont pas toujours honorés à bonne date et qui ont des problèmes avec les différentes familles, je pense qu'il est question de réfléchir autrement afin de trouver de meilleures solutions. Coup de cœur, coup de gueule, Kaï Tetevi. Coup de cœur, coup de gueule. Mon coup de cœur ira au président. Lequel? Pochona. D'accord. Pour son programme alléchant. Oui. Surtout le volet sanitaire et le volet formation. C'est très intéressant. Et mon coup de gueule ira à la disqualification des mini-éperviers à l'UFOAB. Voilà. En gros, c'est ça. Merci beaucoup. Coup de cœur, coup de gueule, Théophile Hazard. Mon coup de cœur, c'est à l'endroit de l'équipe de Flowers, de Handball Flowers Cotonou, qui a atteint pour la première fois la finale d'une coupe continentale. C'est important. Je crois que c'est de bon augure pour les dirigeants donc, de ce club-là, notamment le président et le coach Aimé Sebio, qui a travaillé avec ses collaborateurs pour que l'équipe arrive donc à cette étape. Franchement, c'est honorifique. Et je dis, le travail doit continuer pour, n'est-ce pas, aller décrocher, pourquoi pas le Graal dans les prochaines années. Mon coup de gueule, c'est à l'endroit des Lions indomptables du Cameroun, c'est important. Les dirigeants, notamment Samuel Eto'o, doit tout faire pour désormais trouver la marque pour l'équipe nationale, parce que l'équipe a évolué sans marque depuis quelques journées, les troisième et quatrième journées, même les premières journées, deuxième journée, l'équipe a évolué sans donc une marque. Et je crois qu'une équipe nationale a besoin d'une marque sur son maillot. C'est quand même l'équipe fanion d'un pays. Je crois que ça n'honore pas du tout le Cameroun, qui, ma foi, est resté longtemps, n'est-ce pas, et demeure toujours une nation de football. Coup de cœur, coup de gueule à tout seigneur, tout honneur. Président Pochona. Merci beaucoup. Je vais commencer par un coup de gueule. Je vais dans le sens de Madame Kaï Tetevi. À l'endroit de la gestion des jeux de nos entraîneurs. Moi, je pense que nos entraîneurs doivent se faire former. Hier, la qualification y était. Mais la gestion a été, selon moi, mal. La gestion des temps de jeu, selon moi, ça n'a pas été bien géré. Mon coup de gueule, j'en ai 2 ou 3. Allez-y. D'abord, c'est dire merci
au plateau pour l'honneur que vous m'avez fait à ma personne. Ça, c'est un coup de cœur. Oui, coup de cœur. Ouais, Coup de cœur, voilà. coup de cœur. J'ai un coup de cœur et 3 coups de cœur. Ouais, allez-y. Donc, l'honneur que vous me faites pour m'accueillir ici, au nom de les membres de ma liste, nouveau départ, nous vous disons un grand merci. Merci. Un grand merci. Mon coup de Cœur, toujours. deuxième, c'est à l'endroit des votants, aux deux, qui ont eu confiance en nous, qui ne cessent de nous soutenir, de nous donner la force et l'énergie. Le dernier coup de cœur, c'est à l'endroit des éperviers locaux pour le match de demain, qui nous donne la joie. J'ai foi que ils vont éliminer. Je n'ose pas le dire. Afin de redorer la confiance et la joie dans le cœur du public togolais, des supporters, des éperviers. Voilà, merci. Théophile a rappelé le programme de demain pour le CHAN. Oui, les éperviers du Togo jouent à domicile les Guépards du Bénin pour le compte du premier tour et bien du championnat d'Afrique des Nations réservé aux joueurs locaux, le CHAN en d'autres termes. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. L'envergure gratuite. Voilà. Le meilleur sera épervier. D'accord. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de l'échauffement. Si vous avez aimé, tant mieux. Salut chez vous. Président.